On va en parler avec Johanna Rolland, première secrétaire déléguée du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Nantes également et vous êtes à la tête, je le dis parce qu'on va en parler très rapidement, de France Urbaine, c'est-à-dire tous les représentants des grandes villes de France. Et justement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parle beaucoup des dépenses des élus, des frais de représentation qui font débat. Depuis que la maire de Paris, que vous connaissez bien, Anne Hidalgo, dont vous avez fait la campagne présidentielle, a été pointée du doigt. Elle a répliqué en rappelant que tous les élus avaient une enveloppe de frais, obligeant notamment, parce que c'est elle qui fait le plus parler, la maire, les Républicains du 8e arrondissement, à se justifier, notamment hier sur France Info. En tant que femme, et vous le savez, parce qu'on a toujours tendance à vouloir avoir de belles choses et des choses qui durent. Donc, en ce qui me concerne, par rapport à l'enveloppe mensuelle qui est de 990 €, j'attends d'avoir un petit peu plus pour dépenser différemment. Donc, effectivement, je dépense que dans la capitale, donc dans Paris et notamment dans mon arrondissement. Vous assumez complètement toutes ces dépenses j'assume de parce frais que, de vêtements. Absolument, parce que j'assume. Pourquoi? Parce que c'est légal et comme les parlementaires, les députés, les sénateurs, les ministres, ils ont tous une enveloppe, ce qu'on appelle les frais de représentation. Maintenant, vu la conjoncture actuelle avec les problèmes, et je comprends que nos concitoyens et concitoyennes ne se mettent pas à notre place et à qui on demande des sacrifices. Absolument. Voilà. Donc, à qui on demande des sacrifices, surtout ça, ces 2 ou 3 dernières années. Donc, il faut impérativement qu'on revoie. Le cadre est flou. Le cadre est flou et surtout, moi j'ai suggéré qu'on supprime carrément ces subventions. Johanna Rolland, vous êtes maire de Nantes donc. Est-ce que les élus doivent rendre compte de leurs dépenses? Bien sûr. Mais peut-être permettez-moi de dire d'abord que quand j'écoute la maire du 8e arrondissement, franchement... De Paris? Il n'y a rien qui va dans cette réponse. C'est tellement déplacé. Enfin, vous imaginez ce que les Françaises et les Français qui nous regardent peuvent ressentir et penser quand ils entendent des propos pareils? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qui va, c'est-à-dire? Écoutez, parce que je suis maire du 8e, de nous les femmes on aime des belles choses et allons-y gaiement. Enfin, quand même, derrière on a des enjeux d'exemplarité et surtout de transparence qui me semblent absolument Alors vous, en tant que maire de Nantes, est-ce que vous avez une enveloppe de frais d'élus? Aucune. Aucune. Vous êtes une exception en France? Non, il y a des situations très différentes aujourd'hui selon les villes du pays. Pour ce qui me concerne, par exemple, les frais de déplacement, les miens ou ceux des élus, sont rendus publics tous les ans à l'occasion du budget. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un choix que j'ai fait au titre de cette transparence. Donc vous diriez qu'il faut rendre plus transparentes les dépenses des élus, voire les plafonner? Je crois qu'il y a besoin, sans doute, oui, de réfléchir à une harmonisation de règles. Emmanuel Grégoire l'a dit également, je le rappelle, puisqu'il y a ce qui rentre dans le cadre légal, c'est un fait, et puis ensuite il y a ce qui est compréhensible pour les Françaises et les Français. Mais pourquoi les indemnités d'élus ne suffisent pas? Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est un héritage du temps où il y avait des cumuls de fonctions de maire et de fonctions de parlementaires. Donc oui, le moment de la refonte du statut de l'élu peut être l'occasion d'harmoniser ces choses-là. Pour moi, l'essentiel, c'est quoi? C'est que dans un moment où les questions de pouvoir d'achat des Françaises et des Français sont aussi prégnants, dans un moment où les Françaises et les Français vivent pour les plus modestes et les classes moyennes souvent mal, ces enjeux de transparence soient regardés avec le plus grand sérieux. Alors, puisqu'on parle d'argent, on parle beaucoup de taxer les riches, de revenir sur la retraite à 64 ans. Gauche et syndicats, là-dessus, en tout cas, sont sur la même longueur d'onde. Il faut répondre aux exigences sociales, enterrer définitivement tous les sacrifices pour le monde du travail qui étaient prévus dans la copie du budget Bayrou. Il faut mettre à contribution les plus hauts revenus et les plus grandes entreprises, faire enfin de la justice fiscale, dégager de l'argent pour nos services publics qui n'en peuvent plus. C'est pas en saupoudrant un ensemble de mesures qu'il va pouvoir apporter la preuve qu'il est convaincu qu'il y a besoin d'une vraie rupture. La vraie rupture, c'est accepter qu'à un moment, les gouvernements précédents se sont trompés. On a le droit tous de se tromper. Et donc, qu'est-ce qu'ils corrigent véritablement? Et l'un des premiers sujets, c'est la question de la réforme des retraites. Cela ne peut pas être aussi binaire que pour la réforme des retraites, dite la réforme Borne, ou contre la réforme des retraites, mais comment on l'améliore. Ce n'est pas uniquement la taxe Zuckman ou rien. C'est évidemment la capacité à se dire pourquoi, comment fonctionne la fiscalité pour les 0,1% de nos compatriotes les plus riches. C'est pas la question est-ce qu'on est pour ou contre le pouvoir d'achat. On ne peut pas être contre donner plus de pouvoir d'achat, évidemment, à celles et ceux qui travaillent. C'est au fond quel est le meilleur vecteur pour le faire.
Johanna Roland, vous êtes numéro 2 du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste veut remettre sur le tapis la retraite à 64 ans. Sébastien Lecornu dit que ça ne doit pas être binaire. Est-ce que pour vous, c'est on suspend la retraite à 64 ans et il n'y a pas à discuter, c'est ça ou rien? Nous, ce que nous voulons, c'est très clair, c'est aller redonner du pouvoir au Parlement. Donc nous voulons que le Parlement puisse débattre de la réforme des retraites. Notre objectif, c'est l'abrogation. La demande qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de dire le Premier ministre a fait un pas. Moi, je le reconnais sur votre plateau, sans difficulté, en renonçant au 49.3. On va en parler. Mais s'il ne va pas au bout de ce pas, avec derrière cette question de la justice que représentent les retraites, mais aussi, disons-le, une forme de réparation démocratique. Tout le monde l'a vu. Cette retraite, cette réforme, elle est passée avec une brutalité, avec cette imposition. Avec des 49.3, justement. Donc, notre demande, elle est claire. Est-ce que oui ou non, le Premier ministre va permettre un débat des parlementaires sur la réforme des retraites? Vous le souhaitez, vous, évidemment, c'est ce que je comprends. C'est plus qu'un souhait. Oui. C'est une condition indispensable, et je vous le dis, elle sera déterminante dans la position que les socialistes prendront mardi sur censure ou non-censure. C'est très clair. C'est la question. C'est la question. Le Premier ministre propose aussi de taxer le patrimoine financier des plus riches. Si ça rapporte, vous défendez la taxe Zuckman, qui doit rapporter, selon son auteur, 25 milliards d'euros. Si le Premier ministre vous dit, bon, c'est pas la taxe Zuckman, mais c'est quelque chose qui y ressemble et qui pourrait rapporter autant ou à peu près. D'abord, est-ce que vous y croyez? Et est-ce que vous dites, d'accord, banco? Oui, mais le problème, c'est que ce que nous dit le Premier ministre, c'est pas du tout ça. Non seulement il nous dit, je ne veux pas de la taxe Zuckman, mais la taxe Zuckman, on estimait que c'était entre 15 et 25 milliards. Et là, ce qui est mis sur la table, c'est 1,5 milliard. Vous savez, les Français, ils sont pas idiots, ils savent compter. 15,25 d'un côté et 1,5 de l'autre, c'est évidemment pas à l'échelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous attendez dans le discours de politique générale? Un Bien engagement sûr. là-dessus, mais un engagement chiffré, je veux dire? Bien sûr, un engagement chiffré. Il faut que ce soit 25 milliards. Est-ce qu'on est attaché au symbole de la taxe Vous dites non. Zuckman? Ce à quoi on est attaché, surtout, c'est à ce qu'il y ait sur la table des mesures sonnantes et trébuchantes qui fassent 15 milliards ou 20 milliards. 15 ou 20 milliards, c'est ça votre jauge, j'allais dire. Pas forcément 25, mais 15 ou 20 milliards. C'est ça que vous dites? Oui, mais pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, les plus modestes, mais aussi les classes moyennes, vivent mal. Enfin, je rappelle quand même que depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, c'est 1000 milliards de dettes en plus dans le pays. Donc à un moment donné, on ne peut pas demander aux Français, et en particulier aux plus modestes et aux classes moyennes, en permanence de payer la facture. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui quand même? On a connaissance du budget qui a été transmis par M. Lecornu. La vérité, c'est qu'à ce stade, j'espère que ça va bouger d'ici mardi, mais à ce stade, c'est globalement un copier-coller de la copie de François Alors vous Bayrou. espérez, vous pensez vraiment que ça va bouger d'ici mardi? Écoutez, c'est la responsabilité du Premier ministre. Oui, je crois que c'est une nécessité parce que moi, je veux des solutions pour mon pays. Je veux des solutions pour les Françaises et les Français. Et donc, nous, on a besoin de deux choses. Débattre de la réforme des retraites au Parlement et des actes, pas des mots, de justice sociale et de justice fiscale. Il a promis la rupture. Et c'est Il s'est là-dessus présenté que devant le le perron en disant « Je serai l'homme de la rupture ». Il y a des évolutions sur la forme, je le dis, mais vous le savez bien, le 49.3, ça n'a jamais rempli le frigo des Françaises et des Français. Mais ce que vous dites, en clair, c'est que c'est sur ces deux points-là, précisément, que le PS déterminera s'il votera ou non la censure. Bien sûr, parce que nous le devons aux habitantes et aux habitants, aux électeurs qui nous ont fait confiance. Mais quelle censure? La vôtre ou celle de la France Insoumise qui doit déposer un texte là très bientôt, dans les heures qui viennent? Écoutez, moi ce que je souhaite d'abord, c'est que nous trouvions une solution. Mais si le Premier ministre ne pose pas d'acte, oui, très probablement, les socialistes réfléchiront à déposer leur propre pose. Votre propre motion de censure, pas celle de la France Insoumise? Très probablement. C'est ça que vous voulez dire? Oui, votre absolument. propre motion de censure. Ce serait pas, vous n'êtes pas prêt pour l'instant à voter celle de la France Insoumise? On n'en est pas à cette étape, puisque pour l'instant, il y a jusqu'à mardi pour que le Premier ministre amène des choses. Mais ensuite, oui, les socialistes prendront leurs responsabilités. Et clairement, si on est dans le copier-coller, enfin, de quoi on parle quand même pour celles et ceux qui nous écoutent, aller toucher à nouveau les franchises médicales, les affections de longue maladie, aller prendre de l'argent sur les revenus de l'apprentissage, sur le salaire des étudiants, le gel des prestations sociales. Je ne sais pas si on se rend compte la couleur qui est promise aux Françaises et aux Français. Et on voudrait que nous, socialistes, on laisse passer ça sans broncher. Notre boulot, c'est de défendre les Françaises et les Français. Nous, on a fait des propositions de compromis. Maintenant, au Premier ministre de dire si oui ou non, il est capable de les entendre et de les mettre en œuvre. Sur les enjeux politiques, on va y revenir tout à l'heure. Mais je voulais vous demander autre chose. Parce que le gouvernement dit qu'il faut faire des efforts, des économies partout. Et notamment dans le train de vie de l'État. Et dans le train de vie de l'État, Sébastien Lecornu met les collectivités locales. Les mairies, les départements, les régions. Est-ce qu'il y a des économies à faire dans les mairies, par exemple? Vous êtes maire de Nantes, je le rappelle. Mais
tous les maires de ce pays font des économies tous les ans. Je rappelle que l'année dernière, nous avons été appelés à contribution de manière importante. Et je le dis, les grandes villes, encore davantage que les autres. Mais je rappelle aussi aux Françaises et aux Français qui nous écoutent que la grande différence entre l'État et les collectivités locales, c'est que les collectivités locales, dans la loi de la République, ne peuvent pas, elles, présenter un budget en déséquilibre. Donc ne faisons pas croire aux Françaises et aux Français que la difficulté est d'abord là. Qu'on participe à l'effort du pays, on l'a fait hier, on le fera demain. Les grands patrons, eux, en tout cas, ne veulent pas entendre parler de surtaxe, ni encore moins de taxe Zuckman. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont se réunir le 13 octobre à Paris à l'invitation du MEDEF. Je dis bien que le MEDEF, parce que les autres ne veulent pas y aller, pour un meeting contre les hausses d'impôts et contre les hausses d'impôts sur les entreprises en particulier. Patrick Martin, le patron du MEDEF, met en cause ceux qui veulent taxer les entreprises, dit-il, et dit « c'est pas le gouvernement, c'est vous qui êtes visé ». Ce que je constate d'abord, c'est que le monde économique est pluriel et divisé. Puisque vous l'avez rappelé, cette initiative du MEDEF ne fait pas consensus dans le monde économique, puisqu'une partie des organisations patronales ont dit qu'elles ne s'y rendraient pas. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la position de M. Martin, c'est que quand on échange avec les chefs d'entreprise, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ils nous disent « nous avons besoin de stabilité ». Il n'y a pas de stabilité durable dans un pays quand il n'y a pas de justice sociale et de justice fiscale. Donc oui, nous allons continuer à faire valoir nos points de vue et nos convictions. C'est un meeting politique que se prépare à faire Patrick Martin ? Écoutez, il s'exprime, il est dans son rôle, c'est son droit, mais je crois que participer à la réussite d'un pays, c'est participer à ses équilibres, c'est participer à sa cohésion. Et puis, moi, je pense aussi à toutes nos petites entreprises, les PME, les TPE, qui, elles aussi, vivent souvent mal sur les territoires. Il n'y a pas une seule type d'entreprise. Je crois qu'on a besoin de mettre un peu de nuance et de mesure dans le débat public. Il y a quelques semaines encore, le Parti socialiste avançait ses pions, ici même Olivier Faure, en espérant arriver peut-être à la tête du gouvernement. Mais dans l'immédiat, le PS s'attend plutôt à rester dans l'opposition. Quand les socialistes arrivent à Matignon ce vendredi, Sébastien Lecornu a déjà renoncé au 49.3 et reçu Marine Le Pen. Mais la mise en scène est soignée, portes grandes ouvertes pour accueillir Olivier Faure, considéré comme pivot pour obtenir la non-censure. À la sortie, la gauche ne semble pas très rassurée. Il nous a présenté une copie très insuffisante et à bien des égards alarmante sur le fond. Ce qu'il y a dans le projet qui a été transmis au Conseil d'État, les économies sur les franchises médicales, vous verrez que beaucoup de ce qui était dans le budget de François Bayrou a été transmis tel quel. Pourtant, réclamer largement l'abandon du passage en force à l'Assemblée nationale est vite compris comme insuffisant, voire comme un piège. Sébastien le magicien, parce qu'il nous a sorti du chapeau le 49.3 en disant qu'il ne l'utilisera pas. Mais de l'autre côté, là, il nous dit qu'on ne pourra pas discuter de l'abrogation de la réforme des retraites. Sincèrement, on sort avec aucune garantie sur rien. C'est très flou, donc très très décevant. Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà promis la censure, lui ne laisse aucune place au flou. Ce qu'a dit monsieur Lecornu est une sorte de bonne manière. On ne te croit pas, tu n'as pas l'intention de gouverner sans nous forcer le moment venu. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, où tout doit se jouer désormais, les alliances cette semaine ont tourné au désavantage de la gauche, qui a perdu des postes clés et accuse la Macronie et le RN de s'entendre. Cette confiance, évidemment, qui nous est accordée n'est, je crois, que justice. Je rappelle juste qu'en juillet dernier, ces mêmes députés macronistes, ces mêmes députés LR ont été élus avec la voix des électeurs qui ont voulu faire barrage au Rassemblement national. Donc voilà, aujourd'hui, pour nous, c'est évidemment une trahison. Trahison ici, ambition en interne. À 18 mois de la présidentielle, la gauche, déjà divisée sur la conduite à tenir, voit arriver un autre acteur sur la place publique, une voix avec laquelle les socialistes vont devoir compter. Tout ce qu'on a eu pour l'instant, c'est des portes qui se sont fermées sur l'ISF, sur la taxe Zuckman, et des propositions dont on peine à saisir l'ampleur, et donc on a besoin de clarté. Johanna Roland, je vais revenir d'un mot avant d'aller plus loin sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le PS est prêt à voter la censure directement et à déposer une motion de censure sous son propre nom si le Premier ministre ne s'engage pas sur le débat sur la retraite à 64 ans et plus de justice sociale. Ce matin, dans Aujourd'hui en France, le Parisien, Olivier Faure, le numéro 1, vous êtes numéro 2 du PS, dit « On se dirige droit vers la censure ». Quand je vous entends ce midi, c'est calé, on va vers la censure. Non, on attend mardi. Oui, mais enfin, la réponse, non, je suis désolée, la réponse est dans le camp du Premier ministre. Soit il fait y compris le choix d'un peu d'émancipation, je me permets de le dire ainsi, du président de la République. Parce que c'est quoi quand même la source du problème ? Un homme seul, minoritaire, solitaire,
qui s'entête et qui s'entête. Si Sébastien Lecornu veut être le Premier ministre qui amène une solution au pays, alors oui, il va au bout des mots qu'il a prononcés et d'une rupture de forme, il pose des choses sur le fond. Je le redis, alors, la réponse lui appartient. S'il est censuré, Sébastien Lecornu, il faudra trouver probablement un autre Premier ministre. Est-ce qu'à ce moment-là, le Parti socialiste, Olivier Faure ou d'autres, proposeront leur candidature pour aller à Matignon? Non mais attendez Francis Letellier, on ne va pas re-rentrer dans le jeu de et quel scénario, il faudra bien un gouvernement. Et quel pronostic. Mais ça appartient au président de la République. Non mais il y a un mois, Olivier Faure disait si on me demande, j'y vais. Je ne veux pas qu'on mélange les responsabilités. Il y a un homme qui a décidé tout seul la dissolution. Il y a un courant politique qui a perdu toutes les élections. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, ils acceptent des compromis? C'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est des réponses sur les retraites et sur la justice sociale. Entendu. Alors, sur la dissolution, puisque vous en parlez, et Olivier Faure en parle aussi, en disant attention, la dissolution, elle peut très bien arriver de l'Assemblée nationale. C'est une prédiction ou c'est un souhait? Non, ce n'est pas un souhait, mais nous sommes prêts et nous le serons. Mais ce n'est pas un souhait? Non, ce n'est pas un souhait. Pour une Pourquoi? raison simple, c'est que nous ne sommes pas convaincus que ça viendrait débloquer d'un point de vue institutionnel le pays. Parce que si on se retrouve à nouveau avec une assemblée divisée comme elle l'est aujourd'hui, eh bien on voit bien quelle est la situation. Mais je le redis, si c'est la décision du président de la République et de l'actuel Premier ministre, les socialistes seront prêts. Et vous êtes prêt à y aller tout seul ou avec un nouveau Front populaire, nouveau, renouvelé? Vous le savez, nous travaillons à construire un arc du Parti communiste jusqu'à place publique. C'est pour nous d'abord dans cet arc-là que les choses doivent se faire parce que nous avons besoin du rassemblement de la gauche et des écologistes parce que le danger qui guette notre pays, et quand on regarde la situation européenne et internationale, on voit bien ce qui monte, c'est évidemment la question de l'extrême droite, c'est toutes nos forces que nous devons mettre dans cette bataille. En tout cas, s'il y a des législatives anticipées, ça va tomber peut-être en pleine campagne des municipales. Là, je m'adresse à vous qui êtes aussi maire sortante de Nantes, c'est dans 6 mois les municipales. Est-ce que vous ne craignez pas, s'il y a une dissolution, que ça brouille les cartes des municipales? Bon, d'abord, quand on est élu, on ne craint jamais les élections, quel que soit le moment où je dis elles brouiller arrivent. les cartes. Ensuite, moi, il y a 2 principes auxquels je suis attachée. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, nos villes et nos villages sont des pôles de stabilité dans le pays, dans un moment, on le voit bien, quand même très compliqué, et qu'ensuite, il ne peut pas y avoir de confusion entre les législatives et les municipales, sinon ça viendrait écraser en quelque sorte la démocratie locale. Mais ça dépend du calendrier. Et ça, je crois que ce ne serait pas très bon ça dépend pour le pays. Absolument. Si la dissolution, c'est en janvier, par exemple, ça intervient 2 mois avant les municipales. Mais pour l'instant, notre question, c'est mardi prochain, censure J'entends, mais, ou pas mais répondre censure, à cette question quand même. en fonction. Ça changerait la donne des municipales. Je vous l'ai dit, je souhaite qu'on puisse, 1, permettre la stabilité et les villes et les villages y concourent, et 2, je pense qu'il faut éviter de mélanger les deux, parce que la démocratie locale dans notre pays, elle est importante. Il y a une question de calendrier. Il peut y en avoir un, mais j'ai pas très envie ce matin qu'on se perde en conjoncture, parce qu'au bout d'un moment, les Françaises et les Français, ils se disent, on fait des scénarios, on fait des scénarios. Ils savent bien. Eux, ils veulent des réponses maintenant pour leur pouvoir d'achat. Imaginez-vous donc, s'il devait y avoir des législatives anticipées, de reculer les municipales de quelques mois. Mais ça appartiendra au ministère de l'Intérieur. Je dis juste qu'on je ne peux pas confondre les deux sujets. Non, mais ça vous choquerait pas? Je ne crois pas que ce soit très bon. On a besoin de stabilité. Je le redis, aujourd'hui, les grandes villes comme les villages, c'est à peu près la seule chose qui tient dans ce pays. Il suffit de regarder d'ailleurs les sondages d'opinion. La figure du maire, au-delà des sensibilités, c'est une des choses qui continue de rassurer. Je crois que ce serait une très mauvaise idée de venir rajouter un nouvel élément de déstabilisation. De nouvelles élections, sous-entendu. Nous retrouvons Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, qui est avec nous. Rebonjour Étienne. Rebonjour Francis, bonjour Johanna Roland. On a aperçu tout à l'heure Raphaël Glucksmann qui se rappelle au bon souvenir du PS. Et oui, parce que Raphaël Glucksmann, ce week-end, il fait sa rentrée politique en Gironde. Il y a 1 an, c'était votre candidat tête de liste aux élections européennes. Depuis, il a largement pris ses distances. Est-ce qu'il est ingrat, Raphaël Glucksmann ? Non, je ne le dirais pas comme ça. Il fait, comme tous les ans, son temps de rentrée à la Réole. J'y étais d'ailleurs l'année dernière à ses côtés pour débattre sur une table ronde sur un sujet important au moment des viols de Mazan. Oui, mais maintenant, il s'installe comme futur candidat à la présidentielle. Je le dis parce que ces temps-là, ils ont aussi vocation à débattre. Oui, mais là, il s'installe comme candidat à la présidentielle. Écoutez, ça change la donne. Donc, pour reprendre la question d'Étienne, c'est un peu ingrat de sa part, quand même. Je ne crois pas que la question qu'il pose comme ça. Moi, la question qui m'importe, c'est comment la gauche et les écologistes s'organisent pour gagner l'élection présidentielle. Et je crois qu'il n'y aura pas de victoire solitaire. Pourquoi ? La situation actuelle montre une chose.
il ne suffit pas d'avoir un président de la République pour gouverner le pays. Il faut un président de la République et une majorité législative. Donc Raphaël Glucksmann est un homme de qualité que j'apprécie. Je l'invite à venir mettre ses qualités et son talent au service de la primaire collective de la gauche et des écologistes. Concrètement, il y a quelques jours, Olivier Faure a dit « Raphaël Glucksmann n'est pas le candidat des socialistes ». Pourquoi pas, après tout, sur le fond? C'est quoi vos différences avec lui? Eh bien, Raphaël Glucksmann, s'il veut être le candidat à un moment donné de la gauche et des écologistes, doit s'inscrire dans des règles du jeu collectives. Pourquoi? Des primaires, donc? Bien sûr, de la primaire de la gauche et des écologistes. On a beaucoup commenté le sondage qui est sorti récemment. C'est quoi le premier enseignement de ce sondage? C'est que l'extrême droite est en situation de l'emporter. Ce fait politique, qui est le seul fait majeur de ce sondage, je vais finir, devrait tous nous inviter à beaucoup d'humilité, j'insiste sur l'humilité, et beaucoup de responsabilité. Deuxième chose... Message envoyé à Raphaël Glucksmann. Non, message envoyé à toutes celles et ceux à gauche qui croient qu'on pourra gagner seul. Dont Raphaël Glucksmann, pas vrai, soyez clair. Je n'y crois pas. Raphaël Glucksmann. Donc moi, j'invite Raphaël Glucksmann à venir mettre ses forces avec nous dans la primaire. Mais concrètement, il y a des différences de fond entre Place Publique, son parti, et vous, le Parti socialiste? Nous avons évidemment des convergences importantes, mais sur un certain nombre de questions, oui, nous avons besoin de continuer à débattre. Nous n'avons pas la même formation politique. Mais oui, mais c'est quoi qui vous différencie? On voit pas très bien. Publique, oui, les gens ont envie de comprendre. C'est quoi la formation différence politique qui s'appelle le Parti socialiste. Mais c'est quoi la différence? Idéologique. Franchement, on ne voit pas. Sur un certain nombre de questions, sur les enjeux de pouvoir d'achat, aujourd'hui, nous allons plus loin que les propositions que porte sur les retraites, Raphaël par exemple. Glucksmann. Vous êtes plus à gauche que lui? C'est pas une question de plus à gauche ou moins à gauche. C'est vraiment, je le redis, une question de est-ce qu'on pense qu'on peut gagner seul l'élection présidentielle ou pas. Moi, je ne le crois pas. Et puis, je le dis aussi, les sondages à 18 mois d'une élection présidentielle, regardez un peu l'histoire, je vais prendre juste un exemple. À la même période, M. Zemmour était donné à 18%. Donc, je crois que c'est le moment de garder un peu de sang-froid. Il y aura probablement d'autres élections, c'est même sûr, avant l'élection présidentielle, peut-être des élections législatives, s'il y a une dissolution. On a compris que pour l'instant, vous travaillez à un arc, une alliance qui exclurait la France insoumise. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à perdre les élections législatives, à ce que le Rassemblement national peut-être les gagne, plutôt qu'à vous allier avec Mélenchon? Mais pourquoi, alors qu'on construirait un rassemblement de la gauche et des écologistes, qui peut être donné gagnant dans de nombreuses configurations. Ça peut aussi vous faire perdre des sièges. Pourquoi alors on partirait perdant? Nous allons mener cette bataille, nous allons la mener avec les convictions qui sont les nôtres, nous allons la mener avec ce à quoi on croit, et nous allons, oui, continuer à construire ce qu'on a commencé à faire à Bagneux, collectivement. Je le redis, parce que la seule chose qui compte, c'est le moment venu, est-ce qu'on aura mis toutes nos forces dans la bataille pour empêcher Marine Le Pen ou Jordan Bardella d'arriver aux responsabilités. Est-ce qu'une confrontation au premier tour entre la gauche non insoumise et le candidat de la France insoumise ne risque pas à ce que la gauche soit éliminée dans un certain nombre de circonscriptions en cas d'élection législative? Eh bien, nous le verrons au cas par cas dans un certain nombre de situations. Je le redis, pour nous, les choses sont claires, que ce soit pour les municipales, pour les législatives ou pour les présidentielles. L'arc politique que nous proposons de construire, c'est un rassemblement qui va du Parti communiste jusqu'à Place Publique. C'est le mandat des socialistes d'aujourd'hui. Alors sur les élections municipales, c'est intéressant également. Vous dites que la France insoumise est indésirable sur les listes socialistes au premier tour. C'est ça? Aucune alliance avec des candidats de la France insoumise? Personnellement, je n'ai jamais employé cette expression. Il n'y aura pas d'accord global, vous le savez, avec la France insoumise. Chez moi, à Nantes, il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise. Je ne le souhaite pas, je crois qu'il ne le souhaite pas Sauf qu'il y a un second tour. Et au second tour, tout le monde se compte. Et au second tour, si les candidats de la France insoumise peuvent fusionner ou sinon il vous faut tomber, vous faites quoi? Mais il y a une seule chose qui est pour nous importante sur ce registre. Olivier Faure l'a dit à plusieurs reprises. Je le dis à mon tour. C'est que partout où il y a un risque Rassemblement national, jamais nous nous déroberons devant notre responsabilité. Et que tout doit être fait pour empêcher le Rassemblement national. Là aussi, notre ligne est d'une grande clarté. Donc fusion possible entre les deux tours avec la France insoumise aujourd'hui, en cas de péril de Rassemblement national. C'est ça, on a bien compris? Dans l'histoire, les socialistes, toujours, quand il y a eu un risque Rassemblement national, ont pris leurs responsabilités. On l'a fait hier, on le fait aujourd'hui, on le fera demain. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce sujet. Merci
Étienne. Merci beaucoup. Jeudi prochain, Robert Badinter, figure de la gauche de l'époque de François Mitterrand. Ce sera le jour, jeudi prochain, de l'anniversaire de la promulgation de la loi pour l'abolition de la peine de mort en 1981. Robert Badinter va être panthéonisé. D'abord, pour vous, qu'est-ce que ça représente, Robert Badinter? Qu'est-ce qu'il représente, pardon? Robert Badinter, c'est évidemment l'abolition de la peine de mort, la figure morale, mais pas seulement. Je crois que c'est aussi une certaine conception de la République, un attachement viscéral à l'état de droit. Et je crois que dans une période où d'aucuns essaient quand même très largement de le remettre en cause, cette volonté de panthéonisation est un rappel salutaire sur ce plan. Justement, parce que la peine de mort, elle est inscrite dans les textes fondamentaux, dans la Constitution aussi. Est-ce que vous avez l'impression, malgré tout, que le débat sur la peine de mort en France est définitivement clos? Ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'à l'échelle du monde, il reste aujourd'hui 87 pays qui n'ont pas aboli la peine de mort. Et Robert Badinter avait cette jolie formule qui disait l'abolition de la peine de mort est irrépressible dans une démocratie stabilisée. Peut-être, on voit mais dans là, le discours. On voit là la part de fragilité qui peut demeurer. Donc dans le discours, vous pensez qu'il faut toujours se battre pour... Bien, quand je vois ce qui se passe dans le monde, de Trump à Mélanie ou Viktor Orban, oui, je pense que nous devons toujours avoir cette vigilance. C'est pour ça que cet acte est aussi un appel à une attention collective. Merci Johanna Roland d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en Politique.